On est bon. Eh ben, écoutez, merci à tous pour cette participation à ce webinaire sur les chocs classiques et SRC. Sujet un petit peu particulier aujourd'hui parce que autant le choc classique, c'est vraiment quelque chose de super simple. au- Bon, le SRC n'est pas spécialement difficile, mais c'est effectivement des configurations et des principes de base qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, je pense que c'était intéressant de pouvoir voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Ah, il suffit que je fasse ça, que ça marche pas. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, rapidement, je vais représenter un petit peu la situation, où est-ce qu'on se trouve, ce qu'on peut vous apporter. On va regarder un petit peu les rappels de base. Bon, ensuite, comme d'habitude, un cas appliqué, parce que je pense que c'est le plus simple. Et puis après, on finira par présenter un petit peu les solutions qui permettent d'arriver à ce qu'on a pu présenter, l'accompagnement aussi, et puis une liste des prochains webinaires. Donc sur la présentation, très rapidement, le groupe des BVIB aujourd'hui, hein, je suis désolé pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires, ça se répète un petit peu. Voilà, très très rapidement. En gros, il y a trois grosses parties qui vont être l'aspect bureau d'études, laboratoire d'essais. En gros, vous avez besoin de faire des essais, vous n'avez pas le matériel ou pas les compétences ou pas le temps ou pas les ressources. On peut les faire pour vous. Ensuite, vous avez besoin de développer quelque chose que j'appelle un petit peu le mouton à cinq pattes. C'est pas du tout négatif, au contraire, c'est voilà, on va faire des choses où on va vraiment s'adapter à vos labos. On va travailler sur des chambres sourdes, des chambres anéchoïques, des postes de pilotage, du traitement d'air silencieux, voilà, des choses très particulières sur cahier des charges. Et puis la dernière partie qui va nous intéresser plus précisément ici, qui va être la partie instrumentation, c'est-à-dire fourniture de solutions euh, et principalement sur les pots vibrants. Voilà. On va repartir sur les bases, toujours pareil, hein, que ça soit du choc, du SRC ou tout ce que vous voulez. Finalement, un essai sur pot vibrant, c'est quelque chose qui est quand même assez environnemental. Et le but, c'est de resimuler les conditions qu'on peut avoir en réel et le reconditionner en laboratoire dans un but de valider un fonctionnement, valider une structure qui serait pas cassée, voilà, valider ce genre de choses, valider des comportements, sachant que le test ultime de tout ça, c'est très souvent le test normatif pour mise sur le marché. Que ça soit, une fois de plus, du choc, de l'aléatoire, du suivi de fréquences, du track and dwell, du earthquake, de tout ce que vous voulez. On reste sur un système où le pot vibrant et son amplificateur sont pilotés via un contrôleur et un accéléromètre de référence, de pilotage, tout ce que vous voulez. Le but étant de dire, je vais vérifier que à l'endroit où je mets mon accéléromètre, je retrouve bien les indicateurs que j'ai demandé. Alors effectivement, ça peut être des indicateurs temporels ou des indicateurs plutôt fréquentiels, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de faire un contrôle en boucle fermée. Euh, Assez souvent, on me pose la question, oui, mais qu'est-ce que je demande à mon pot vibrant? En fait, c'est très simple. Très souvent, c'est lié à la norme. Pourquoi? Le but à la fin, une fois de plus, comme je vous le disais, c'est de passer une norme. Euh, ou alors de répondre positivement à un cahier des charges de client. Mais dans tous les cas, ce cahier des charges de client, il sera très souvent ramené à la norme, puisqu'à la fin, votre propre client aura besoin de mettre un matériel sur le marché. Donc on est très souvent sur ces normes. Et les normes, elles ont l'avantage de vous donner tout ce qu'il vous faut en termes de fixation, de niveau vibratoire, durée ou vitesse de balayage. Enfin, ça revient à durée de sollicitation. C'est quand même quelque chose de très très normé. Voilà. Les trois grandes familles de pilotage, c'est le balayage sinus, hein, donc même si au début on a un spectre, hein, à la fin on envoie un sinus à des fréquences et des niveaux définis finalement par le profil et le spectre. De l'aléatoire large bande où on va venir exciter en large bande suivant des temps qui généralement peuvent être assez longs puisqu'on va essayer de faire un peu de fatigue. Et puis ensuite, on va un petit peu caractériser les chocs. Alors les chocs, ça peut être un carton qui chute à l'arrière d'une camionnette, hein, on le connaît un peu tous les jours. Ça peut être une montée de trottoir, un nid de poule, ça peut être voilà, un peu beaucoup de choses finalement qu'on va essayer de resimuler.
Et le but aujourd'hui, justement, ça va être de regarder cette partie. En termes de masse, que ce soit pour des chocs ou pour d'autres, une fois de plus, attention, je le rappelle parce que c'est important et souvent c'est oublié. La masse qu'on applique dans force égale masse fois accélération, c'est bien l'ensemble de la masse en mouvement. Donc c'est l'échantillon, l'outil d'adaptation, la tête d'expansion ou la table horizontale et la bobine mobile. Donc c'est assez important. Dans notre cas, aujourd'hui, on va parler de choc. Donc, il y a quand même une chose que je veux rajouter en plus, la force d'un pot vibrant. Alors, passer le kilonewton, hein, je vous accorde, pas sur les pots vibrants à aimant permanent, mais à partir d'un kilonewton, la force en choc est très souvent égale à 2 fois la force en sinus. Et généralement, quand un pot, les gens vous disent, j'ai un pot 26, 52, 75, tout ce que vous voulez en termes de kilonewton. C'est souvent exprimé par rapport au sinus. La force en choc, et on accepte d'aller 2 fois plus haut. Pourquoi? Tout simplement, ce qu'on le verra un peu plus tard, le signal de choc est un signal relativement court et transitoire, et en accord avec les gens de l'électronique de puissance, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On accepte de dire que une force en choc est égale à 2 fois une force en sinus. Voilà. Donc quand vous avez un pot finalement de 10 kilonewtons, euh, par défaut, c'est 10 kilonewtons en sinus, donc c'est un pot qui pourrait aller jusqu'à 20 kilonewtons en force. Voilà. Sachant que la masse de ce qui est embarqué restera la même, bah, ça veut dire que vous disposez d'une accélération finalement 2 fois plus élevée. Hein, c'est pas, voilà, c'est assez simple, mais on peut aller 2 fois plus haut en force que ce qu'on peut aller en sinus. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer sur le choc. Alors, on va commencer par le choc classique, hein. Commençons par le début. Contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, jusqu'à présent, je vous dis pareillement, pareillement. Là, on va rester sur un peu des choses qui changent un petit peu. Le balayage sinus, l'aléatoire, c'est du profil spectral. C'est-à-dire on définit notre cahier des charges en fonction de la fréquence. Dans le choc classique, c'est un temporel transitoire pur. C'est-à-dire, il y a pas de principe de fréquence. Il y a un principe tout simplement euh, d'une amplitude. Alors, premièrement déjà d'une forme. Donc ici, vous avez un demi-sinus. Je pense que c'est 95% des essais en choc qui sont faits. Mais il existe une deuxième forme qui est le trapèze, on va dire. Et un cas particulier du trapèze va être le triangle, hein. Si les 2 points de rupture sont au milieu, c'est un triangle. Si les 2 points de rupture sont sur le côté, c'est un rectangle. Mais l'idée, en gros, vous avez le demi-sinus et le trapèze pour faire ce type de choc. C'est des chocs qui vont être quand même, comme je disais, transitoires, même des fois plus que transitoires, entre guillemets, puisque je veux dire, une des plus grandes tailles d'un choc en demi-sinus, c'est 30 millisecondes. Il faut quand même revoir ça. C'est quand même quelque chose, même si on met un petit peu de post et de pré-traitement, c'est quelque chose qui est quand même très court. Voilà. Alors, pardon. On va rester ici. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On a un choc, on voit qu'on l'a en temporel, on va le définir. Ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu comment on fait, je vais directement passer sur le logiciel. Je pense que ça va être le plus simple. Donc moi, j'utilise le logiciel de chez Crystal, euh, qui fonctionne super bien. Vous voyez le fameux choc. Comme toujours, ça, je reviens une fois dessus sur le webinaire. Euh, on vérifie bien nos voies d'entrée. Moi, j'ai 2 voies typiquement. Une pour faire du pilotage et une pour faire une sorte de monitor. C'est des 100 millivolts par G. Alors, oui, ça peut sûrement être 101.2 ou 99,3. Bon, j'ai mis 100 millivolts pour le webinaire, ça changera pas grand-chose. Voilà, on retrouve nos capteurs. Ensuite, en termes de configuration, eh ben, en fait, finalement, même si le choc, ça fait peur, enfin, ça peut faire peur, il n'y a rien de plus simple. Parce que vous n'avez pas d'histoire de temps, vous n'avez pas d'histoire de vitesse. Est-ce que je vais rencontrer une fréquence de résonance ou ainsi de suite? Non, non. En fait, vous sélectionnez
votre shaker comme d'habitude. Et puis ensuite, on fait un profil. Le profil, c'est trois informations, comme je vous ai dit. C'est quelle est la forme. Nous, on sera en demi-sinus ici, mais si je voulais mettre du rectangle, je peux mettre du rectangle, je n'ai pas de souci. Je vais mettre un sinus. Je vais donner son amplitude. Hein, comme si on avait un sinus complet, bah, c'est l'amplitude. Bon, là, j'ai un petit pot, moi, hein, donc je mets 5G. Généralement, c'est un peu plus élevé. Et puis ensuite, je vais donner euh, une largeur. La largeur, c'est tout simplement la demi-période, hein, de mon sinus. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. C'est quand même quelque chose, comme je vous le disais, d'assez simple. Après, on va juste exprimer combien on va en faire. Généralement, on n'en fait pas qu'un seul, on en fera plusieurs. Donc, c'est ici quand je vais rentrer dans le schedule. Euh, Comme c'est une boucle fermée, bien sûr, et comme je veux faire une montée gentille en régime, je vais faire deux pulses à 50% de mon amplitude, deux pulses à 75. Alors là, je ne vais pas en faire 100 parce que ça va être un peu long. Je vais déjà en faire 10, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et on est bon. Donc une fois que je suis là, je suis sûr de mon pot, hein, c'est toujours pareil, hein, faut être sûr, comme pour le reste, il faut être sûr du pot vibrant, sûr de ses capteurs. Allez, je reviens rapidement dessus. Le système me dit bien que je suis vert par rapport à mon pot vibrant. Euh, je reviens juste sur un truc parce que ça m'est arrivé tout à l'heure. J'ai récupéré un système qu'un collègue avait pris. Souvent, j'en parle et puis là, vraiment, j'ai l'application directe. Euh, et ben, je me suis retrouvé à faire des chocs plus élevés que ce que je m'attendais parce que mon collègue, il avait un capteur 1000 millivolts par G. Donc 10 fois plus sensible. Donc sur le même nombre de millivolts qui rentrent, lui, il croit que c'était moins bon. Attention, je me suis retrouvé, moi, finalement, à faire des chocs qui étaient beaucoup plus sévères que ce que je pensais faire, tout simplement parce que je m'étais trompé dans la sensibilité. Donc, je reviens là-dessus, c'est l'occasion d'en refaire un petit rappel. Attention à la sensibilité de vos capteurs, parce que ça reste le mouchard du système. Donc, si c'est l'information de base. Si cette information-là est fausse, tout simplement parce qu'on s'est trompé de sensibilité, on a une information qui est pas bonne à la fin. J'en profite pour le redire parce que c'est assez important. Voilà. Une fois que j'ai défini mon amplitude, ma largeur et mon nombre de chocs, bah, j'ai plus qu'à. Pardon, faut peut-être que je me connecte. Autant pour moi. Ouais, je suis connecté, pardon. Et maintenant, j'y vais. Ah, bah, pardon. Petit. Je vais aller un peu vite, attendez. Ça arrive. On va éteindre, on va rallumer, il va se enchaîner. J'ai débranché tout à l'heure, effectivement, pour faire mes tests. Allez. Ouais, c'est en train de. Excusez-moi, c'est en train de se relancer. Je l'étais en plein test tout à l'heure. Bon, voilà. Donc voilà. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Donc vraiment, on voit le demi-sinus ici. Généralement, selon les normes, on a toujours une petite. Un pré et un post-traitement qui vous permet de faire le job à ce niveau-là et de faire ce dont on a besoin. Alors là, il suffisait, pardon. Tac, ça arrive. Ok. Bon, je pense que là, vous me entendez. Je vais juste vérifier, excusez-moi. Allez, c'est l'aléa du direct. Excusez-moi, oui, j'avais bêtement coupé le Wi-Fi, donc ça allait pas marcher. C'est ma faute, c'est moi. Ne crachez pas contre Webex, ils y sont pour rien. Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait une mesure, ce qu'on appelle en output off pour avoir le bruit de fond. Et puis ensuite, on a fait une mesure avec le drive open, hein, tout comme il faut. Tout simplement, on est incapable de piloter sur du bruit de fond, donc c'est important de savoir où on peut se trouver. Voilà. Donc là, je vais lancer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire quelques petits chocs. Voilà. Et puis là, il les enchaîne. Il les enchaîne les uns derrière les autres. On a un choc et vous voyez, ça correspond parfaitement. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, la plupart du temps, sur ces tests, voilà, on arrive au 10e choc. Il est fini.
et puis il va m'envoyer le rapport. On en discutera un petit peu après, un rapport classique de tout ce qui a pu se faire. Voilà, automatiquement, vous avez votre rapport, ce qu'on a demandé, ce qui s'est passé sur les voies d'essai. Ça, c'était autre chose, peu importe. Ici, vous retrouvez l'ensemble des tests que vous avez pu faire, hein. J'ai demandé 5G, ben, une fois que j'ai eu 5,066, et ainsi de suite. Donc, ça permet de bien voir ce qui se passe. Voilà, de tout remettre en place. Et puis, une fois que vous êtes dans Word, après, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, c'est de l'essai. Très souvent, les essais en choc, vous voyez, il n'y a aucune information fréquentielle. On n'est pas là pour faire de l'analyse. Quand on fait ce type de choc, c'est du fonctionnel. C'est-à-dire, on se pose plus de questions. C'est en gros, la norme va demander de faire 10 000 chocs j'exagère, hein, mais 10 000 chocs sur ma pièce, un choc par seconde. Est-ce qu'à la fin de ces 10 000 chocs, ma pièce, elle est cassée ou pas? Est-ce que si j'ai une carte électronique, elle est toujours fonctionnelle ou pas? La plupart du temps, on va pas chercher plus loin. Si on veut éventuellement regarder ce qui se passe, si on a d'autres accéléromètres, on va pouvoir regarder les chocs sur ces accéléromètres et comparer tout simplement les amplitudes et éventuellement les déphasages. Enfin, les déphasages, non, on n'est pas justement, on n'est pas en fréquentiel. Donc les délais. Est-ce qu'on a, on a un choc qui arriverait un peu en retard? Ça veut dire qu'il y a un délai de propagation de l'énergie. On n'en fait pas grand-chose. Là, je reviens sur ma présentation. Il est ici. Hop, hop, voilà. J'ai fait ces chocs. Maintenant, on va commencer à dire, est-ce qu'avec ce signal temporel, je pourrais pas en faire un signal fréquentiel? C'est-à-dire ce qu'on connaît habituellement, on appelle ça la FFT, phase Fourier transform, peu importe. Si j'ai un signal temporel, je vais le transformer en signal fréquentiel pour savoir exactement ce qui se passe. La seule problématique et unique et principale problématique que j'ai sur du choc, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de transitoire, de court. Donc, je peux pas faire une FFT. C'est trop court pour faire une FFT. Quand vous prenez, là, je suis sur un choc où finalement, j'ai fait un choc de 6 millisecondes. Honnêtement, si j'ai 10 millisecondes de signal intéressant, ça va bien. Ça voudrait dire que si je m'amusais à faire une FFT là-dessus, j'aurais une résolution fréquentielle de 100 Hz. Euh, oui. Voilà. Ok, 10-2, oui, c'est ça. Pardon. 10 millisecondes, donc 10, 10-3, 10-2, autant pour moi, voilà, 100 Hz. Sert à rien, c'est même pas la peine de le faire. Ce qu'on va appliquer, alors je caricature, hein, mais ce qu'on va appliquer comme principe, c'est de dire, bah, je vais remplacer les sinus par ce qu'on appelle des wavelets. On les voit en bleu ici. J'ai essayé de faire le maximum que je pouvais. En fait, au lieu de décomposer mon signal en sinus indéfini, on va le décomposer sur des signaux qui vont être transitoires. Qui dit signal transitoire au départ, on va le décomposer sur du transitoire. Et ben, c'est ce qu'on va appeler les wavelets. C'est des petits sinus, vous voyez, des sinus courts dans le temps. Et là, on va commencer à pouvoir faire une analyse fréquentielle. Alors, on peut pas dire que ça soit une FFT, ok, mais c'est une analyse fréquentielle. C'est-à-dire qu'on commence à regarder un petit peu ce qui se passe en fonction des fréquences. Donc, mon fameux signal que j'ai au départ, je vais pouvoir regarder ce qui se passe. Je reviens sur le logiciel. Et dans mon live signals, typiquement, sur le pilotage, eh ben, je vais pouvoir. Pas gentil là. Euh, tac, En fait, je vais pouvoir retrouver des données. Et en fait, finalement, si je faisais cette transformée, hein, c'était tout simplement cette transformée, c'est pas une transformée de Fourier, c'est une transformée de wavelet sur le signal, je vais retrouver ce type de spectre. Donc, j'arrive finalement à partir de quelque chose de transitoire à avoir une composante fréquentielle. À ne pas comparer avec de la FFT classique, c'est quand même un domaine qui est un peu différent, mais au moins on a une composante fréquentielle. Donc maintenant,
on a vu ça. Je suis capable finalement de faire une sorte de décomposition sur des sinus transitoires, une fois de plus. Et ben à ce moment-là, pourquoi j'ouvrirais pas ma façon de faire en disant, ben, dès le départ, au lieu de partir sur du signal demi-sinus classique, pourquoi est-ce que je partirais pas à ce moment-là d'un profil fréquentiel et je ferai cette fameuse transformée de Fourier inverse pour en définir un signal de choc court dans le temps, une fois de plus, mais basé sur un spectre. Je veux effectivement avoir un spectre. Et ben, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui, de manière plus générale, le pilotage en SRC. OK? Je reviens, excusez-moi, sur ma présentation. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait définir, j'ai une petite animation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'est pas si mal que ça. J'ai une petite animation pour dire que je vais à certaines fréquences, je vais définir un profil. Et chaque fréquence, je vais le prendre comme si c'était un système 1 degré de liberté avec masse, ressort et amortissement. Et je vais créer point par point, finalement, un spectre. Une fois que j'aurai créé ce spectre, point par point, alors très souvent qui va venir de votre ingénierie, hein, et ben, dès le départ, je vais également lui apporter ce qu'on appelle un facteur de qualité, un facteur d'amortissement. Et au bout du compte, bah, je vais créer un spectre qui est ici. OK. Ensuite, je vais venir chercher point par point. Donc ça, c'est mon profil. On le verra juste après. Je vais venir chercher point par point en disant que ce sera, par exemple, basé sur du tiers d'octave, mais ça peut être autre chose, avec un damping ratio, un quality factor. Et puis derrière, et ben en fait, je vais créer, donc je vais en fait venir entre guillemets échantillonner mon profil, puis je vais recréer des points avec l'ensemble de mes fameux degrés de liberté. Alors, c'est pas quelque chose qui se comprend du premier coup, qui est super simple, faut un petit peu jouer avec, faut un petit peu regarder. Mais dans l'ensemble, on va créer un profil, et ce profil, à partir d'une transformée wavelet, hein, on va faire plusieurs ondes, petites ondes, et en fait, on va en créer le signal vert qui va être la somme de l'ensemble de mes ondes bleues. Excusez-moi, je reviens en arrière, hein, et en fait, je vais venir chercher, hop là, pardon. Je vais venir chercher, donc là, j'avais décidé que c'était en tiers d'octave, donc on retrouve nos tiers d'octave, et on retrouve un délai, une amplitude. Point. Et là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chercher, vers créer sur chaque ligne de mon tableau de tiers d'octave, il va créer une wavelet avec une certaine amplitude et un certain damping, et ainsi de suite. Vous laissez le système faire. Et ensuite, il va faire la somme de tout ça et il va créer le signal. Si vous aviez été en FFT, ce ne serait pas des wavelets, ce serait des sinus indéfinis. Et à la fin, vous auriez un signal constant. Enfin, constant. Pas continu ni constant en valeur, mais un signal qui se répète, tout simplement. Et là, on va faire exactement pareil, mais sur du transitoire. Donc, au lieu de partir d'un temporel, on va vraiment partir d'une information fréquentielle, et par cette transformée qui est faite par logiciel, ne vous embêtez pas, on va synthétiser notre signal. OK? Allez, je vais repasser sous le logiciel. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle le SRS ou SRC, hein, spectre de réponse au choc ou au choc S ou C selon que ce soit l'anglais ou ainsi de suite, peu importe. Donc comment ça se passe? On vient toujours vérifier par défaut déjà nos input channels, on est bon, c'est bien du 100 millivolts, et puis ensuite on va passer dans la config, ce qui va nous intéresser. Première étape, on va chercher qu'on a le bon pot, donc là j'ai pas de souci. Puis ensuite je vais faire un profil. Donc là j'ai défini un profil, finalement, comme si j'avais été en sinus. J'ai défini un profil. OK, il a une certaine forme. Là, c'est ce que j'ai défini. Peu importe, ça me permet de suivre au niveau du pot vibrant. Et maintenant, eh ben, ce profil-là, je vais lui prendre une valeur de référence. Je vais le fractionner en tiers d'octave. OK?
Je vais ajouter un damping ratio de 5%, quality factor de 10. Bon, là, je vous invite, il faudra aller un peu plus loin en formation pour qu'on commence à parler plus en précision de tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder ou à revenir nous voir s'il y a besoin. On va faire des wavelets de type sinus. Bon, je vous en mets, on peut définir plein de choses en fonction de ce qu'on veut faire. Là, on va mettre minimum accélération. C'est vraiment pour vous montrer. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a pris notre profil, puis on est venu chercher point par point. Et quand on voit en synthèse, voilà, moi, là, j'ai l'ensemble de mes tiers d'octave. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi. Je suis, vous voyez, si je prends le 5, c'est la bleue qu'on est en train d'afficher. Elle se voit bien en vitesse. Mais quand je prends à 50, ben, c'est effectivement pas du tout la même chose. Quand je prends à 7, je suis ici. Voilà. Donc, pour l'instant, le système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini pour chaque ligne de tiers d'octave, on va oublier le délai, il a défini un nombre de cycles, donc généralement c'est 5, hein, vous voyez, c'est quand même très court, et puis il a défini une amplitude, l'amplitude max de mon enveloppe, comme si je la pondérais un peu par une fenêtre à ligne. C'est pas le cas, mais ça y ressemble. La seule valeur qui reste encore à définir, c'est les délais. Les délais en millisecondes de chacune de ces petites formes d'ondes. Et ben, le système, il va faire plusieurs tests, plusieurs essais, et ainsi de suite, en fonction d'amplitude de chacun, de délai, de choses, jusqu'à ce que vous décidiez que ça colle bien à ce qu'on demande. Et là, vous voyez, au bout d'un certain nombre de fois, et là, vous pouvez continuer encore, voilà, il a trouvé et ça matche bien. Ça veut dire que le signal vert que j'ai créé ici me permet de suivre ce profil. On est sur finalement une demande au départ qui est une demande spectrale, mais bien sûr, à un moment, il faut faire un temporel. Eh ben, là, on a synthétisé notre temporel. Rien de plus à voir. Après, on peut il y a plusieurs types de compensation. Souvent, on enlève l'accélération d'essai, hein, c'est quand même le plus simple. On vérifie déjà que ça colle avec notre pot vibrant, parce qu'il ne faudrait pas lui demander quelque chose qui colle pas du tout. Et en fait, on va jouer ce signal-là. Alors, un signal en SRS est toujours un peu plus long, on est d'accord, hein, qu'un signal en, en choc classique. Ça n'a pas la même forme. C'est pas le même but, une fois de plus. On reste sur du choc, donc souvent c'est le même sujet, mais c'est pas exactement la même chose. Voilà. Une fois qu'on est là, bah, qu'est-ce qui reste à faire? Je vais jouer un certain nombre de fois, je vais faire une montée en régime gentil, puis ensuite je vais avoir un rapport. OK? Donc on va se lancer. Là, je vais me connecter. Oh, décidément, il a décidé de m'embêter ce matin. Ok, close au pire. On va le réouvrir. Ça arrive, ça arrive. J'ai changé de système entre-temps. J'ai joué avec le système. C'est peut-être pas ce qui a été le plus simple. Ok, ok, c'est bien celui-ci. Bon, au pire, je fais comme tout à l'heure. Ça arrive. Euh, Allez, j'arrête et puis je relance. Excusez-moi. Ça arrive. J'ai récupéré un système chez un collègue. Voilà, donc typiquement, en plus, bon, ça vous remontre une fois de plus que si on a déjà le setup, c'est quand même très très rapide. On va attendre, voilà, on retrouve l'ensemble. Toujours, même si vous ouvrez un setup, revérifiez qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait changé, que vous avez au moins bien les systèmes et que vous ayez au moins bien le bon pot vibrant. Voilà, je vous le remontre un petit peu, c'est rapide, c'est bien celui qu'on cherchait. Il reste à 20 minutes. Ok, très bien. Hop, ça arrive. Et bon, c'est toujours mis en statique. Et puis on est parti. Alors,
Effectivement, vous ne voyez pas le pot. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va se lancer. Et là, bah, comme toujours, comme tout à l'heure, hein, il va faire une vision globale, une vision de bruit de fond, une vision, voilà, pour être sûr qu'on est bon. Et déjà, par rapport à ce qu'il va voir, est-ce qu'il sera capable... Ça va mettre Calost. Bien grave. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous enlever ce qui vous intéresse pas pour le moment. Voilà. Et là, on est en train de jouer les chocs à 100%, les uns derrière les autres. Moi, j'ai une voix qui a... effectivement, système. On est en train de faire nos 10 chocs qu'on a demandé. Et on voit bien le système. Voilà. Hop. Et on va arriver à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ni plus ni moins ici. Alors, il est en train de nous sortir le rapport. Voilà, comme il manque une voix, ça pourrait être le top du top, mais voilà, on va récupérer. On va récupérer les signaux, les différents signaux qu'on va pouvoir trouver en fonction de ce qu'on voulait. Je vous passe le rapport. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On est venu rejouer un signal temporel qui était le vert ici, qui va correspondre quand on va faire la transformée, on va récupérer cette réponse en fréquence, tout simplement. Donc, on a amené à l'aspect choc, finalement, une information fréquentielle. Et ben, c'est exactement l'objectif de ce qu'on va appeler le SRS en français, bon, en anglais, ou le SRC en français. C'est on amène un côté spectral au choc. Voilà. Ni plus ni moins, mais en attendant, ça intéresse très souvent les services ingénierie pour savoir comment est-ce que l'échantillon répond au choc. Et pas uniquement un test fonctionnel, mais un test de réponse en fréquence. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le cas en question. Je vous montre juste un petit peu ce que j'avais fait. J'avais un système 8 voies, même si j'en ai utilisé que 2, de pilotage. Un petit pot vibrant 20 newtons. Bien sûr, on est capable d'aller jusqu'à 600 kN, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Avec un accéléromètre de pilotage en plein milieu, et puis un accéléromètre de contrôle et de mesure sur le côté. Voilà. Donc, pour faire tout ça en fonction du nombre de voies que vous aurez besoin, du type de mesure, là moi, j'ai travaillé que sur l'accéléromètre. On essaiera de faire un webinaire sur la fin d'année où on verra un petit peu tous les types de capteurs qu'on pourrait brancher sur un système. Donc, ça peut être de l'accéléromètre, bien sûr, mais ça peut être ce qu'on appelle du vélocimètre, donc du capteur accélérométrique de vitesse. Ça peut être des capteurs de déplacement, typiquement des proximity probes. Ça peut être du microphone, de la jauge de contrainte, du thermocouple, tout type de capteur volt ou voilà, tout ce qu'on peut imaginer en fonction de ce qu'on a besoin de faire. L'intérêt des solutions cristal, principalement en termes de pilotage, je vous dirais que finalement c'est assez conservateur comme activité. Mais les systèmes vont nous permettre également de faire de l'équilibrage, de l'analyse de signaux classiques, typiquement en fait de transformer notre système de pilotage quand on ne l'utilise pas sur un pot vibrant, on peut le transformer en analyseur classique, FFT temporel, octave, analyse d'ordre, analyse modale, et je vous en passe. Donc ça, il y a aussi un intérêt. Pour tous ceux qui sont susceptibles d'aller faire des mesures en embarqué, il faut savoir que tous nos systèmes peuvent fonctionner en boîte noire pour faire des mesures temporelles en embarqué. C'est pour ça qu'on a le bouton Start et Stop sur le système. Voilà, c'est assez sympa et ça permet finalement d'avoir un retour sur investissement encore plus rapide puisqu'on va utiliser le système de pilotage pour faire autre chose. En termes de pilotage, on avait vu un sinus aléatoire choc. Aujourd'hui, c'était du choc, plus SRS ou SRC. On est capable de faire des modes combinés, on est capable de faire du temporel, on est capable de faire du taux de distorsion harmonique, on est capable de faire de l'earthquake. Alors, généralement, c'est plus souvent avec des vérins qu'avec un pot vibrant, mais le système de pilotage reste le même. Et une fois de plus, on est capable de faire de l'analyseur avec nos systèmes de pilotage.
Quand il y a besoin, on peut coupler tout ça à des chambres climatiques. Je ne vais pas rentrer sur le sujet trop longtemps. N'hésitez pas à nous contacter, on a des solutions. Et même si vous avez déjà vos chambres climatiques, on a la capacité de s'interfacer avec soit des entrées-sorties logiques, ou alors des CAN-bus, ou alors un peu tout ce qu'on veut. Le but, pour simplifier, c'est qu'il n'y ait qu'un seul logiciel de pilotage, finalement, qui soit le logiciel du pot, et en même temps, on peut piloter toutes les solutions annexes. Voilà. En termes d'accompagnement, on a deux accompagnements principaux qui vont être notre laboratoire avec des pots vibrants, puisqu'on est avant tout, comme je le disais, utilisateur avant d'être vendeur de ce type de système. Aujourd'hui, on va jusqu'à 75 kN avec des enceintes thermiques sans problème. D'ici, alors il doit arriver dans le courant du mois de juin, mais il sera installé en septembre. On aura un 75 kN avec table horizontale et bien sûr enceinte. Et d'ici la fin de l'année, une certification COFRAC s'il y a besoin pour vos essais vibratoires. Voilà. Ah, j'ai pas mis de slide, mais je reviens juste dessus. Également, on va pouvoir vous proposer, puisqu'en même temps, DBVIB est centre de formation, donc on va pouvoir vous proposer à la fois de la formation à l'utilisation des systèmes, mais également, si vous en avez besoin, de la formation euh, en termes d'accompagnement et de formation au plus théorique. C'est-à-dire si vous avez un petit jeune, ou moins d'ailleurs, qui vient d'arriver, ou quelqu'un qui a besoin d'être formé un peu plus théoriquement, bien sûr, on va faire un lien avec l'activité de tous les jours et l'application, mais on est également centre d'essai. Voilà, donc les prochains webinaires, on aura une autre activité qui est assez sympa, qui est ce qu'on appelle le mode combiné, c'est-à-dire que, je reprends un peu toujours l'exemple d'un véhicule, vous prenez une voiture, c'est ni un moteur seul, ni une carcasse qui avance uniquement une carcasse qui avance dans l'air, c'est la somme des deux. Donc quand on veut réellement, parce que c'est le but, retranscrire ce qui se passe sur une pièce, il faut à la fois du sinus pour tout ce qui va être harmonique, et à la fois du random pour tout ce qui va être largement. En septembre, on verra un autre essai qui est assez souvent fait, qui est ce qu'on appelle le suivi de résonance, c'est-à-dire je vais chercher une résonance, et puis ensuite je vais travailler que sur cette ou ces résonances. Je vais les envoyer, je vais envoyer un certain nombre de cycles ou un certain nombre de secondes, peu importe, ou un certain nombre d'heures ou de cycles. Et le but, c'est de faire fatiguer la pièce à la résonance. Donc, comme on va la faire fatiguer, généralement là où elle a envie de se fatiguer, où elle va se fatiguer plus facilement, on sait qu'on va avoir un niveau de fatigue assez élevé, donc éventuellement une altération de la mécanique. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant de faire ce qu'on appelle un suivi de résonance, puisque comme la mécanique va être susceptible de se modifier, on peut avoir une fréquence de résonance qui va bouger. Donc c'est ce qu'on appelle le suivi de résonance. On va également suivre exactement ce qui se passe. Voilà. Après, ben, on refera une session dédiée à l'initiation. On reprendra un petit peu tout de manière très, très superficielle, mais de regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et puis voilà, il reste des choses. Euh, je dirais que comme d'habitude, les webinaires, c'est très bien. Je pense que ça permet de montrer, de discuter, d'avoir des idées, peut-être des fois de s'ouvrir un petit peu. Surtout, si vous avez des questions avant ces webinaires sur les sujets, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire des séances dédiées pour l'équipe ou carrément se déplacer pour faire une démonstration et une discussion en direct. Voilà, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur les webinaires. Voilà, j'ai dû aller un peu vite parce qu'il y avait quand même des choses à couvrir sur l'histoire du choc SRS ou SRC. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première fois que vous allez faire du choc, vous ferez du choc de manière classique, c'est-à-dire demi-sinus ou trapèze, et puis vous les ferez tourner sans spécialement d'analyse. Très souvent, ce sera du fonctionnel. Éventuellement, vous ferez une transformée de Fourier, d'ondelette, pardon, sur ces chocs pour voir un petit peu le contenu fréquentiel. Et dans un dernier temps, si vous avez envie d'aller plus loin, effectivement, vous pourrez synthétiser un choc par rapport à un profil particulier que vous voulez appliquer. Donc surtout, voilà. N'hésitez pas, c'est pas compliqué. Comme pour tous les autres essais, que ce soit du choc ou autre, si vous avez bien rentré vos capteurs et si vous avez bien rentré les limites de votre pot vibrant, le système, il vous dira si vous allez trop loin ou pas.
Voilà. Moi, typiquement, je reviens là-dessus, hein, parce que j'ai beau faire animer des webinaires et ainsi de suite. Et tout à l'heure, bah, j'ai sauté les deux pieds joints dans le piège, j'ai récupéré un système et ben, au lieu d'être un 100 millivolts par G, c'était un 1000 millivolts par G. Voilà. Bon, bah, ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça, faut faire avec. Bah, je l'ai vu très vite et j'ai arrêté le test. Mais voilà, une fois de plus, tous les éléments sont importants. Voilà. J'espère que ça a pu vous intéresser, vous ouvrir un petit peu d'autres choses, vous animer quelques demandes, quelques interrogations. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. N'ayez pas peur de les faire, lancez-vous. Ça se fait, faites attention, mais ça se fait. Et puis, c'est des choses qui sont intéressantes puisque ça permet d'apporter quand même une caractérisation au niveau transitoire et choc. Choc qu'on va retrouver de partout, de toute façon. L'aéronautique, l'automobile, les transports, l'industrie, il y en a de partout. Des montées de trottoirs, il y en a de partout. Des nids de poules sur la route, il y en a de partout. Donc, de toute façon, des essais en choc, vous aurez en fait. Voilà. Mais écoutez, voilà, je m'arrête là. Ça fait déjà 50 minutes. J'espère que vous ne vous ai pas embêté trop longtemps. Surtout, n'hésitez pas, voilà, à revenir vers nous. Et bah, c'était avec grand plaisir qu'on vous a accueillis pendant cette session. Ah, j'ai une question. Excusez-moi, je suis pas encore super à l'aise, donc je vais essayer de retrouver le bouton des questions. Ah, j'arrive pas. Alors, excusez-moi pour ceux qui ont posé des questions, je suis pas encore super à l'aise avec l'outil, vous m'excuserez. De toute façon, je vais visualiser l'ensemble des questions sur la fin, je vais faire un imprimé écran et je vous envoie un mail avec l'ensemble des réponses. Et s'il y a des questions qui doivent prendre un peu plus de temps, une fois de plus, ce sera avec un très très grand plaisir que je vous accompagnerai et que qu'on pourra discuter sur des applications, d'ailleurs peut-être plus confidentielles si besoin et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous réponds tout à l'heure. Je vous contacte s'il y a un besoin. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider et n'hésitez pas à vous inscrire pour d'autres webinaires. Bah, écoutez, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis ben, continuez à bien faire de la vib parce que c'est sympa. Allez, bonne journée. Au revoir.